problèmes de santé liés à un besoin de soins, de soutien ou de supervision. On parlera plutôt de jeunes adultes aidants pour la tranche entre 18 et 25 ans. Et mes collègues me rappellent que, avant de commencer, j'aurais dû vous dire que ce webinaire était filmé. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat. Nous, on a décidé de filmer ce webinaire parce que tout simplement, on pourra l'envoyer à des personnes qui auraient souhaité y participer et qui ne peuvent pas être présentes ce matin parce qu'elles-mêmes portent des actions dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Voilà. Alors, je reprends un peu le fil de l'eau. Les jeunes aidants, ils aident le plus souvent un parent, un frère, une sœur ou un grand-parent. En tout cas, quelqu'un qui fait partie de leur entourage familial. Et puis l'aide qu'ils apportent, bah, pour ceux qui portent déjà des dispositifs, vous le connaissez, pour les autres, ça va de la gestion du domicile et des tâches ménagères à s'occuper de la fratrie, des petits frères et sœurs, pouvoir les aider à faire leurs devoirs, leur donner le bain, parfois faire les courses, leur préparer à manger. C'est un soutien aussi dans les tâches administratives et financières. Et Dieu sait que les tâches administratives sont parfois très lourdes. Ce sont des jeunes qui apportent également un soutien moral, des soins personnels et médicaux pour environ 20% d'entre eux. Le soutien moral, c'est quelque chose qui est actuellement fait l'objet d'une étude menée par Céline Lacombe de l'Université Paris-Cité, parce que c'est peut-être une des formes de soutien qui a le plus d'impact sur le développement des enfants et des adolescents. Alors très brièvement, avant de laisser la parole à Camille et aux porteurs de projets qui vont pouvoir vous présenter leur dispositif, pourquoi c'est si important de pouvoir proposer des solutions à ces jeunes? Eh bien tout simplement parce que les risques encourus par la situation d'aidance, on les connaît bien maintenant, on les connaît sur le terrain, on les connaît grâce aux études de GED. On sait qu'il y a un risque important sur la santé mentale. Je rappelle quand même d'autres études sur une population plus large. Aujourd'hui, un jeune sur 4 est en difficulté en termes de situation psychique ou mentale. Donc, ça vaut évidemment pour les jeunes aidants. Santé physique aussi, voilà, la fatigue, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles du comportement, les lombalgies, les tendinites dont on nous parle beaucoup. Parce que quand on fait des gestes pour accompagner un proche, pour le déplacer, bah, très vite, on a les membres qui fatiguent. Voilà. Des risques sur la scolarité avec des difficultés d'apprentissage, de concentration, parfois un décrochage scolaire. Les études anglo-saxonnes vont aussi dans ce sens avec une corrélation entre aidance et d'éventuels troubles lié à un trouble du développement neuronal, donc trouble neuropsychologique plutôt, pas neuronal, TDA, TSA. Ce sont des études qui démarrent là, maintenant. On n'en est pas encore là en France, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir suivre tout ça. Et puis des risques sur les loisirs et la vie sociale avec des jeunes qui ont des difficultés à participer aux activités extrascolaires. C'est compliqué d'inviter les amis à la maison, c'est compliqué aussi de suivre son cours de danse si personne ne vous y accompagne. Et puis pour les plus âgés, c'est parfois compliqué aussi dans les relations amoureuses. Avec des effets positifs aussi qui conviennent d'accompagner aussi, parce qu'il y a ce sentiment de fierté parfois, un sentiment de maturité, en tout cas plus mature que les autres, une relation parfois privilégiée avec le proche aidé, parfois pas. Et des acquisitions de compétences techniques et humaines qui font aussi l'objet d'études aujourd'hui et qui sont reconnues chez les adultes aidants, un peu moins chez les jeunes aidants. Et ça aussi, je pense qu'il faut qu'on le prenne en considération. Alors, les solutions, on peut les identifier, elles rentrent dans différentes catégories d'accompagnement, mais avant tout, c'est la reconnaissance. La reconnaissance dans le sens où admettre que parmi les 11 millions d'aidants en France aujourd'hui, près d'1 million sont des enfants et des adolescents. C'est pouvoir leur proposer un soutien psychologique lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est une demande. Pour certains partenaires avec des acteurs départementaux, c'est aussi leur proposer une aide aux devoirs. C'est bien sûr
pouvoir leur proposer du répit avec les séjours d'atelier Jade. C'est aussi une ligne d'écoute nationale avec le numéro de téléphone de Jade, mais aussi des temps d'échange avec les partenaires en région, hein, qui portent aussi des actions localisées. C'est peut-être aussi promouvoir le quiz Es-tu un jeune aidant qui figure sur notre site internet, mais qui peut être d'une utilité lorsqu'on veut repérer ou sensibiliser dans des établissements scolaires ou auprès de professionnels de santé ou du médico-social. Et puis pour les un petit peu plus âgés, on va dire 17-25 ans, la paire aidance avec le collectif LinkedIn qui rajeunit d'un an là parce qu'on a des jeunes très matures, comme souvent sont les jeunes aidants, de 17 ans qui souhaitaient rejoindre le collectif LinkedIn. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet, mais on reste aussi évidemment à votre disposition pour en parler. Peut-être juste avant de faire la transition et de laisser la parole à Camille, vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi on a décidé de modéliser et d'essaimer notre dispositif, c'est parce que quand on voit en parallèle des actions qu'on mène sur le terrain que 14% des lycéens sont des jeunes aidants et que 16% des étudiants sont des jeunes aidants, à travers les études de nos partenaires GED, on se dit que on ne peut pas faire l'économie d'un dispositif par région et peut-être même clairement d'un dispositif par département. Et donc à nous de nous bouger encore et toujours pour faire que ce label JAD puisse non seulement être un accompagnement, mais vous donner des clés et surtout vous permettre de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs que nous, JAD, on peut activer en termes de tête de réseau. Camille, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Vassor, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis donc la responsable du développement et de la coordination en région. Tout ça pour dire que pour l'Association nationale JAD, en fait, j'accompagne toutes les structures qui, en France, souhaitent porter un dispositif JAD. Et donc, aujourd'hui, on trouvait ça extrêmement intéressant de pouvoir vous présenter un peu plus dans le détail ce qu'est un dispositif artistique répit. Donc, on sait que c'est le premier lieu de répit pour les jeunes aidants en France. C'est un lieu aussi où ils vont pouvoir faire communauté avec d'autres jeunes qui vivent des situations similaires. Et c'est aussi un espace d'expression grâce à un média artistique. Aujourd'hui, il y a 25 dispositifs artistiques labellisés JAD en France, qui sont tous construits en fait sur la base des mêmes critères, donc des critères et une constitution en fait qui a fait ses preuves, hein, parce que le premier a été créé en 2014 en Essonne, donc ce sont les séjours cinéma répit JAD en Essonne, et donc c'est ce dispositif qui a été modélisé pour être essaimé sur l'ensemble du territoire via des structures en fait qui sont déjà implantées sur leur département, donc voilà, à l'échelle régionale, et qui vont pouvoir porter ce dispositif grâce à notre accompagnement. Donc un dispositif JAD, c'est quoi? C'est d'ailleurs un dispositif qui est gratuit parce qu'il n'y a aucune discrimination en fait sur le plan social. Donc on est très vigilant à ce que tous les dispositifs labellisés JAD soient entièrement gratuits pour les jeunes et leurs familles. Ils sont tous composés d'une équipe pluriprofessionnelle. Donc, on a évidemment des professionnels de l'animation avec des directeurs de séjour lorsque c'est avec hébergement, des animateurs, des psychologues, des professionnels artistiques, car comme vous le voyez, pour chaque dispositif, il y a un média artistique qui est libre, hein, du moment qu'il n'est pas discriminant. Ça peut être, vous le verrez avec la présentation des dispositifs de nos partenaires, le théâtre, le cinéma, la radio, la photo, la danse, peu importe, du moment que ça permet aux jeunes en fait de s'exprimer sur leur situation. Et sur chacune des sessions ou chacun des séjours ou des ateliers, il y a toujours un équilibre entre les temps de répit et les temps d'expression. Les jeunes aidants, on ne leur offre pas un stage de théâtre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire 7 ou 8 heures de théâtre, par exemple, dans la journée. C'est vraiment ponctué d'ateliers artistiques, de temps de répit, pour faire communauté ou tout simplement pour souffler, pour se reposer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que les jeunes aidants sont mineurs, évidemment, on est en lien étroit avec leur famille. Donc, il y a toujours une réunion de présentation en amont de chacun des dispositifs et une réunion bilan à la fin.
Chaque dispositif, en fait, aussi se finalise par une restitution de ce qu'ils ont produit dans le cadre de leurs ateliers artistiques. Donc, par exemple, il peut y avoir une projection des films réalisés par les jeunes lors des séjours ou une représentation théâtrale. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet donc de convier toutes les familles et ça permet aux jeunes de dire ce qu'ils ont à dire à leur famille dans un autre contexte que familial. Et on voit que ça a quand même beaucoup d'impact. Et ce qui ressort le plus chaque année lorsqu'on fait les réunions bilan, c'est que ces séjours, ces ateliers et la phase finale qui est la restitution, ça permet souvent en fait de faire recirculer la parole au sein des familles. Enfin, et comme vous le voyez, il y a deux autres critères, mais le principal, c'est surtout l'évaluation. Donc, comme le disait Amaranta, on est partenaire de l'Université Paris-Cité qui a développé un programme de recherche qui est la première recherche universitaire en fait sur le public des jeunes aidants en France. Et donc toutes nos actions, et notamment donc les dispositifs artistiques Répijade, bénéficient d'une évaluation. Donc cette évaluation, c'est sous format de questionnaire et ça permet deux choses qui sont extrêmement importantes pour ne pas dire essentielles. D'une part, d'avoir plus de connaissances sur les caractéristiques des jeunes qu'on accueille pour faire avancer la recherche sur ce public en France, et d'autre part, d'avoir le retour des jeunes, le retour de leur famille pour pouvoir faire évoluer le dispositif au plus près de leurs besoins. Et pour finir, c'est vrai que tous ces dispositifs, donc ces 25 dispositifs, on a donc des réunions assez régulières avec tous nos partenaires en région qui sont labellisés JADE. Et on essaie de faire remonter à chaque fois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et depuis maintenant 2 ans, on a pu faire bénéficier à tous nos partenaires d'un financement ANCV pour les séjours artistiques Répijade. Donc pourquoi être labellisé Jade? Parce que c'est tout simplement un projet qui a fait ses preuves depuis maintenant plus de 10 ans. Et notre objectif à Jade, mais ça a toujours été dans l'ADN associatif, c'est vraiment de pouvoir travailler main dans la main avec toutes les structures qui souhaitent porter quelque chose, une action pour les jeunes aidants en mettant à leur disposition toute notre expertise, nos connaissances et nos outils. Donc, il y a donc un accompagnement étape par notre équipe. Donc, étape par étape, c'est aussi du sur-mesure parce qu'en fonction des structures et des partenaires, il n'y a pas forcément les mêmes besoins. Ça peut être de l'aide dans la recherche de financement. Il y a beaucoup d'aide aussi concernant l'une des principales difficultés avec ce public, c'est-à-dire le repérage. Donc, on a des outils en fait de sensibilisation qu'on va mettre à la disposition de chacun de nos partenaires jusqu'à la constitution et la réalisation de leur dispositif artistique Répijade. Comme je disais précédemment, on bénéficie, et ça depuis le début, d'un appui neutre et scientifique de la part du programme de recherche GED. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des outils d'évaluation de l'aidance, donc de la situation de jeune aidance dans sa globalité, d'une part, et des outils d'évaluation du dispositif. Et ça, ce sont des outils qui sont mis à disposition gratuitement auprès de tous nos partenaires en région, qui sont évidemment donc formés à l'utilisation de ces outils. Comme je disais précédemment, il y a des kits aussi de communication, comme on est sur une ère générale de la communication, des outils de sensibilisation et comme je disais qu'on se réunissait régulièrement pendant l'année, on a créé depuis maintenant, je dirais 5 ans, des comités. Donc un comité dédié aux porteurs labellisés JADE qui nous permet, nous, de poursuivre notre accompagnement et notre formation au-delà même de la mise en œuvre de chacun des dispositifs et aussi de permettre à tous nos partenaires de se partager en fait toutes les expériences qu'ils peuvent faire concernant le repérage, les sensibilisations, les recherches de subventions et la façon dont se déroule chacun des dispositifs au sein des différentes régions. Et il y a un second dispositif qui s'appelle le COPSI. Donc c'est tout simplement un comité qui est dédié aux psychologues intervenantes sur tous les dispositifs labellisés JADE en France. Et c'est une sorte d'analyse de groupe
d'analyse des pratiques, un groupe d'analyse des pratiques pour tous les professionnels de soins psychiques qui interviennent sur ces dispositifs et dont la place est évidemment essentielle lorsqu'on accompagne un public mineur, d'autant plus lorsqu'il est vulnérable. Avec tous nos partenaires, donc 4 vont présenter leur dispositif par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi co-construire des projets communs. Et je pense par exemple au séjour interrégional de répit qui se déroule depuis post-Covid chaque année et qui permet à 25 jeunes aidants qui viennent des 4 coins de la France de se réunir pour une semaine de vacances. Donc voilà, on essaie de travailler main dans la main, ensemble, pour ce public et de faire émerger. D'ailleurs, elle a déjà émergé, mais du coup, de continuer à la booster, cette communauté d'acteurs qui est engagée pour ce public. Maintenant, je vais vous proposer une courte vidéo et ensuite on répondra à vos questions si vous en avez. Peut-être y a-t-il des questions? Eh ben, écoute, on va faire une transition très rapide s'il n'y a pas de questions. Euh, oui, Jade, c'est un moyen pour les jeunes de s'exprimer, de développer leur créativité. Et justement, on va vous montrer à quel point la créativité est le lien qui unit tous ces jeunes en vous présentant, enfin plutôt
en présentant, c'est pas nous qui allons le faire, mais avec la présentation des différents dispositifs en France. Là, Camille, je te laisse reprendre la main. Peut-être vous avez la carte de France de ce qui existe aujourd'hui, de tout ce qui est labellisé Jade, et puis des projets qui sont en cours d'accompagnement. Et des projets en cours d'accompagnement, il y en a toujours, et il y en a encore plus peut-être encore aujourd'hui. C'est ça, donc là, en orange foncé, vous avez tous les départements qui bénéficient d'un dispositif labellisé JAD. Et en orange clair, c'est toutes les structures qui nous ont contactés et qui sont aujourd'hui en cours d'accompagnement et qui, je l'espère, nous enverront bientôt un projet afin qu'ils puissent développer un dispositif sur leur département. Donc, on est assez chanceux parce on a beaucoup de partenaires et aux profils variés. Ce qui peut être intéressant pour vous de noter, c'est que sur notre site internet, il y a une carte de France qui permet du coup de retrouver les lieux, et surtout les contacts de chacun de nos partenaires sur le territoire national. Mais je pense que voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser, voilà, elle a ce format-là. C'est la carte de France sur notre site internet. Ah, Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu donc réunir quatre de nos partenaires et je vais donner la parole à Yvan Duruz, donc qui porte des séjours théâtre répit sur le département de Seine-Maritime. Merci et bonjour à tous et merci à Maranta, Jade, de laisser ce temps de parole. Alors, je vais vous présenter justement assez rapidement ce qu'on fait en Seine-Maritime. Donc, nous, on est une association culturelle, une association de théâtre qui s'appelle la Compagnie des Voyageurs Imaginaires. Et nous, on a travaillé depuis 6 ou 7 ans sur la valorisation de parole, sur des témoignages et sur des expériences de vie. Et donc, en 2020, on a eu une information sur ce qui se passait dans l'Essonne, justement, au travers de séjours de répit jeunes aidants artistiques. On a pris contact et très vite, on s'est mis d'accord sur une possibilité de porter un tel dispositif en région de la Seine-Maritime. Ce qu'on a accepté de faire avec l'accompagnement de Jade, tout ce que Camille et Amaranta vous ont raconté. Donc en 2020, on a commencé à réfléchir sur la Seine-Maritime aux jeunes aidants, à comment trouver du financement pour monter une telle proposition de séjour, parce qu'on est vraiment dans la charte des séjours répit, c'est-à-dire que c'est 2 semaines de répit pour les jeunes, ils sont au nombre de 12, là on a fait le choix, entre 11 et 16 ans, ce qui est plus facile pour le type de théâtre qu'on a envie de faire. Le premier séjour est en avril, le deuxième est au mois d'août et c'est gratuit pour les parents. Donc, à partir de là, notre première préoccupation a été de trouver des financements. Et donc là, on a commencé à chercher, à répondre à des appels à projets. Et la première fondation qui nous a aidés, c'est la fondation SNCF. Et après, on a fait d'autres appels à projets, etc. Mais dans ce premier parcours, ce qui a été marquant, c'est que dans le 76, la situation des jeunes aidants n'était pas tout à fait reconnue. C'est-à-dire qu'on répondait à des appels à projets pour les danses, mais notamment la commission des financeurs, notamment tenue par le département 76 et l'ARS, avait mis en place donc un appel à projet. On a répondu à cet appel à projet et on a été retoqué, tout simplement parce que c'était pour les aidants, mais personne beaucoup plus âgé que des jeunes aidants entre 11 et 16 ans.
Voilà. On a pu trouver le financement au fur et à mesure des mois et s'est posé la question dès l'instant où on avait la coquille, on avait les sous, eh ben, il fallait remplir l'œuf, si vous me permettez cette expression, et donc il fallait trouver les 12 jeunes. Et nous, on est, comme je vous le racontais, une compagnie de théâtre. Donc, nous, on construit des spectacles et puis voilà. Mais là, tout d'un coup, il fallait être en lien avec les personnes, avec les familles. Et donc, un gros travail a été de prendre contact avec des structures. L'idée de départ, c'était de faire ça. On avait les chiffres de Jade, 12% de jeunes collégiens, 14% de lycéens, 11-16 ans. Bon, on devait en trouver assez facilement. La région du Havre, un triangle jusqu'à Fécamp et Gonfreville-Lorcher. Eh bien, en fait, on n'en a pas trouvé. Donc, on a élargi les recherches. Moi, j'appelais les structures, vraiment, j'ai dû appeler, je ne sais pas, 150 structures, leur disant, on met en place un dispositif de répit. Est-ce que vous, qui êtes en lien avec les familles, vous pouvez nous indiquer des jeunes qui pourraient en bénéficier? Eh bien, à ma surprise, je racontais énormément et je faisais de la sensibilisation sur justement qu'est-ce qu'un jeune aidant, la situation des jeunes aidants, etc. Donc, au bout d'un an, on avait trouvé très peu de jeunes. Donc, le premier séjour qu'on a fait, c'est en 2022, il y avait 4 jeunes. Donc, on a pu pérenniser certains financements, on en a trouvé d'autres, etc. Donc, nous, on est à la 4e saison des séjours. Et donc, on a eu les 4 mousquetaires pour la première année. Après, on en a eu 6 parce que tout d'un coup, on a été les chercher, mais de l'autre côté de l'eau, dans le Calvados, dans la Manche. Et là, on a eu des contacts avec notamment les PEP 14 qui nous ont mis en place, qui nous ont fait profiter de leur réseau, et notamment le RSVA, qui est la vie autonome, excusez-moi, avec les acronymes, des fois je jongle de façon un peu artistique, mais n'empêche qu'on a pu trouver 6 jeunes pour le premier séjour de 2023. Et l'une des jeunes a pris des contacts dans son école pour en parler à ses amis et à ses collégiennes qu'elle connaissait étant dans la même situation qu'elle. Donc, pour le deuxième séjour, on était arrivé à 9. Et l'année suivante, on a continué à toujours appeler les structures et essayer de créer des liens. Et on a notamment cette année où on est arrivé à 12 et les jeunes viennent encore de 2 départements. On a trouvé donc, on a signé des lettres d'engagement réciproque et notamment avec les PEP 76 cette fois-ci, et notamment une structure qui dépend des PEP 76, le CMPP. Voilà, Sévigné et Kergomar. Résultat des courses, cette année, 8 Seine-Marin, ce qui était important pour nos financeurs, que ce soit la CAF ou que ce soit la caisse d'assurance maladie. Et donc, 8 Seine-Marin et encore 4 jeunes qui venaient du Calvados. Voilà. Certains jeunes ont participé 2 fois au séjour, mais là, vu le nombre qu'on commence à trouver de jeunes, voilà, s'ils arrivent à faire une saison, c'est bien. Et puis après, tout le travail est d'équilibrer le groupe entre les garçons et les filles. Voilà. Si j'ai encore un tout petit temps de parole, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a reçu des financements, on doit faire des bilans finaux pour justifier de ces dépenses. Et on nous demande toujours quels sont les bénéficiaires directs. Alors, à cette question, moi, je réponds 12, parce que c'est 12 jeunes pour 2 séjours, donc c'est 12 jeunes en tout. Mais en fait, il n'y a pas que ça.
Et c'est une vraie bataille pour moi de trouver les mots pour bien justifier que c'est très important les bénéficiaires indirects, parce que ces 12 jeunes, c'est 12 familles, mais dans ces 12 familles, en fait, il y en a 18 ou 20 dont les enfants soit étaient trop jeunes ou soit n'ont pas souhaité participer au séjour parce qu'ils avaient un petit peu la trouille de partir hors de la maison pendant 2-3 jours, dormir, etc., avec d'autres, etc. Et des fois, et ça je l'ai observé 2 fois, donc ce n'est pas de façon globale, mais 2 fois, visiblement, la maman aurait aimé que sa fille participe au séjour, mais en fait, sa fille ne voulait pas quitter sa maman. Et c'est arrivé 2 fois. Donc, il y a toutes ces familles à qui on discute justement de la situation des danses. Ce qui est remarquable, c'est que pour les parents qui, laissent, donc, dont les enfants participent au séjour, eh bien, pour beaucoup d'entre eux, ils remarquent enfin que effectivement leur situation familiale, qui est souvent aimante, aimante, mais n'empêche qu'ils découvrent le poids que cette situation liée parfois à un handicap ou un accident, enfin une raison de santé comme vous l'avez décrit, eh ben, faisait de leur enfant, ça avait un impact sur leur façon de vivre. Donc, ils ressentaient qu'effectivement, leur enfant était un jeune aidant. Et puis, dans toutes les personnes qu'on sensibilise et qui sont des bénéficiaires indirects, il y a bien évidemment tous les professionnels de l'accompagnement, toutes ces structures avec qui je suis en lien et à qui je répète sans arrêt, les jeunes aidants, regardez dans vos familles que vous côtoyez, il y a bien de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous faire le lien de confiance entre le dispositif qu'on propose et puis la famille, et puis il y a aussi, comme je vous le disais, les interlocuteurs publics vers qui on raconte les choses, et puis aussi les collèges, l'éducation nationale. Parce que quand j'ai su les chiffres, je me suis dit, tiens, nous qui faisons de la sensibilisation artistique dans les collèges, on va trouver tout plein de jeunes. Dans un collège, vous avez largement 12 jeunes. Eh bien, c'est extrêmement difficile d'arriver à côtoyer les CPE, la vie scolaire et d'arriver à toucher les jeunes en collège. Donc, il y a vraiment un énorme travail de terrain qui est fait pour sensibiliser. Voilà, c'est toutes ces personnes-là que j'appelle des bénéficiaires indirects. Et je terminerai, j'ai encore 30 secondes. 30 secondes. L'axe d'amélioration qu'on voit, parce qu'on bouge tous les ans, on a remarqué que pour les parents, il ne faut pas les oublier. C'est un dispositif pour les jeunes aidants, mais là, on va mettre en place deux visios pour les parents pour qu'ils puissent être en contact avec le soutien psy des séjours, pour qu'ils puissent discuter avec eux de leurs difficultés de parentalité parfois, et puis justement des séjours, etc., et du retour à la maison. Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais je vous remercie. C'est très important ce que tu dis là sur la dimension systémique des séjours d'atelier Jade, la place et le rôle des familles aussi dans ce dispositif. Camille l'a dit tout à l'heure, dans l'organisation, il y a une réunion de présentation avec les familles, ensuite une réunion de bilan. L'objectif de la réunion de bilan, c'est pas juste de dire ouais, les ateliers étaient super positifs pour mon enfant, il est rentré content. C'est aussi de pointer ce qui dysfonctionne au sein des familles en termes de prise en charge de la personne aidée et de voir comment, quel que soit le porteur de projet, comment il ou elle peut y remédier. Une petite bonne nouvelle quand même, avant de passer la parole à Hélène, je crois. Une petite bonne nouvelle, nous avons avancé un peu avec l'éducation nationale. Alors, un peu, un tout petit peu. Mais c'est toujours réjouissant de faire un pas de plus, puisque nous savons qu'aujourd'hui, le guide que nous avons rédigé avec GED, le guide de sensibilisation pour les professionnels scolaires,
est maintenant disponible sur le site EduScol du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ça, c'est une première chose. Et puis, une expérimentation là a lieu cette année en Essonne avec la conseillère technique chargée du service social en faveur des élèves, c'est-à-dire ce qu'on appelle les CP, assistantes sociales, qui est la première en France à avoir été nommée par sa hiérarchie référente jeune aidant. Donc, elle s'occupe de tous les collèges dans le département de l'Essonne et nous travaillons en lien avec elle et avec nos partenaires du laboratoire de psychopathologie et processus de santé. Elle va pouvoir expérimenter tout le kit auprès des assistantes sociales scolaires, donc auprès des élèves dans les collèges de l'Essonne. Maintenant, je n'ai plus rien à rajouter. Je te remercie beaucoup, Yvan, pour cette présentation et je passe la parole à Hélène. Oui, bonjour à tous, Hélène Valli, conseillère technique à la Fédération Famille Rurale. Donc à la Fédération Famille Rurale, on s'est engagé auprès des aidants de manière très globale depuis 2015 et à force de proposer des actions, il s'est avéré qu'on a rencontré des jeunes aidants et là, à force de chercher, on est arrivé en contact avec Jade en 2019, si je ne me trompe pas dans mon historique. Et à partir de là, du coup, on a souhaité monter un dispositif pour 2020, mais la période était un peu compliquée. On a fait notre premier séjour en novembre 2021. Et comme Yvan, on a commencé avec 4 jeunes. 4 jeunes où on a pu les accompagner sur ce premier séjour-là grâce à tout un partenariat et tout un réseau de professionnels locaux à qui on a pu en discuter en amont. Aujourd'hui, on est toujours dans ce travail de sensibilisation d'un maximum de professionnels pour faire connaître les jeunes aidants, les repérer et pouvoir les accompagner convenablement, en tout cas dans leurs besoins. Et aujourd'hui, on est donc au prochain séjour octobre, on sera à notre 9e séjour jeune aidant et on a une file active de 35 jeunes aidants sur l'Eure-et-Loir. Et on a commencé comme Yvan sur un séjour 11-17 ans, parce qu'on s'était plus simple quand même pour démarrer comme ça, d'avoir une tranche d'âge un peu similaire. Et depuis 2 ans, on a ouvert et élargi notre séjour à la tranche d'âge 6-10 ans. Donc, on a aujourd'hui des jeunes âgés de 6 à 17 ans sur nos séjours. Et ma foi, ça se passe très bien. C'est toujours un peu lentille de mélanger les tranches d'âge, mais au final, c'est quand même des jeunes qui ont une certaine maturité et un certain positionnement qui facilite quand même le mélange des tranches d'âge. On a beaucoup utilisé le théâtre jusqu'à présent. Là, les jeunes m'ont fait comprendre qu'il fallait changer d'art. Donc, on est parti après être toujours à côté d'autres activités pour qu'ils retrouvent vraiment une place d'enfants et d'adolescents qui puissent souffler. Donc, on est parti aussi beaucoup sur le sport parce qu'on s'est aperçu que ces jeunes n'avaient pas accès à d'activités extrascolaires et que le sport est une notion très importante dans la vie. Donc voilà, c'était l'idée aussi d'ouvrir à ce monde-là et pourquoi pas aussi les accompagner quand il y avait nécessité sur une première activité extrascolaire et de leur dire que c'était des fois pas très loin de chez eux et que quand ils connaissent pas, on fait aussi ce relais-là pour les jeunes, de leur montrer le tissu local et associatif. Et même sur les études ou le parcours futur professionnel, on peut aussi être après ce séjour-là, un peu l'acteur de transition et de liaison entre les jeunes et les acteurs locaux pour qu'on puisse bien les accompagner de manière générale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Alors, Non, mais c'était très, très complet et ça démontre bien, encore une fois, en fait, toute l'approche systémique voilà, de l'accompagnement des jeunes aidants. C'est qu'il y a évidemment ce dispositif qui permet de créer une communauté de jeunes aidants et qu'après, c'est beaucoup plus simple aussi de les accompagner pour d'autres actions ou d'autres activités. Et voilà, c'est toute cette approche globale de la situation, voilà, que vous faites à merveille. La famille rurale. Merci. Ah oui, et du coup, avec les séjours, on fait des ateliers depuis 2023. On fait un atelier par mois pour compléter l'offre des séjours. Mais effectivement, sans le séjour, on n'a pas de groupe de jeunes, on ne fait pas communauté avec le jeune. Et du coup, on n'aurait personne sur nos ateliers si on n'avait pas ces séjours-là. En tout cas, c'est vraiment le palier qu'il ne faut pas rater si on veut accompagner ces jeunes-là. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Je vais donner la parole à Sylvie Barthélémy, donc de l'UDAF 68, qui porte un dispositif JAD, du coup, dans le département du Haut-Rhin.
Voilà, donc si Barthélémy, donc chargée de développement à l'UDAF du Haut-Rhin, l'Union départementale des associations familiales. En 2 mots, on représente les familles auprès des pouvoirs publics et au sein du pôle action familiale, en fait, on développe des actions, voilà, des dispositifs d'aide aux familles, quels que soient les dispositifs. Et ça faisait déjà quelques années, depuis 2016, qu'on travaille sur les aidants adultes. Mais voilà, 2020, on a commencé un peu à s'intéresser aux jeunes aidants parce qu'on voyait bien qu'il y avait en fait rien sur le département. Donc, c'est aussi dans le cadre de la conférence des financeurs. On a pu avoir une petite enveloppe de l'ARS pour monter. Alors, c'était pas encore les ateliers Jade. On a commencé par des ateliers, un atelier chez nous, dans nos locaux, avec des jeunes. Et c'est là qu'on a vu la difficulté. En fait, ça nous semblait tellement évident qu'il y avait des jeunes partout. Et on a eu beaucoup de mal à les trouver. Donc, heureusement, Maranta nous avait dit non, non, faites avec 3 jeunes, débutez. On a fait ces ateliers dans nos locaux, mais très vite, en fait, on avait vu l'urgence, en fait, d'aller sensibiliser tous les acteurs. Donc, parallèlement, on a fait un peu marche arrière, on a fait des actions de sensibilisation partout où on pouvait. Et puis finalement, voilà, on a semé des graines un peu partout. En 2023, on a proposé nos premiers ateliers. Donc là, on a démarré avec six jeunes. Par contre, pas des nuitées, hein. C'était toute une semaine et tous les matins, on allait chercher les jeunes et on les ramenait le soir avec la radio. Donc très apprécié. On avait fait aussi du théâtre d'impro. Et donc la deuxième année, en 2024, on a proposé, on a élargi, on a proposé pour 12 jeunes, toujours avec la radio. Et le théâtre d'impro, on y avait par contre ajouté des groupes de parole lors de la réunion de présentation et la réunion de restitution, des groupes de parole pour les parents. Et il faut dire que l'année dernière, donc c'était en 2024, en fait, on avait vu que quand on a fait ces premiers ateliers en 2023, qu'on pouvait pas juste dire ah bah, au revoir aux jeunes et puis voilà quoi, hein. Il fallait proposer quand même d'autres ateliers pendant l'année. Donc c'est pour ça qu'en 2023, déjà au second semestre, on a commencé à faire des sorties avec les jeunes parce qu'on n'en avait que 6 jeunes. Et puis en 2024, au fur et à mesure, on a proposé aussi de la médiation animale pendant l'année parce que les jeunes nous avaient fait remonter que ça serait sympa parfois de se connaître déjà avant. Donc pour qu'il y ait quand même une offre tout au long de l'année, on a voilà, proposé des sorties, de la médiation animale. Il y avait donc ces ateliers radio répit et puis il y avait quand même un accompagnement des parents, hein. Donc les collègues allaient au moins 2 fois par an faire une visite à la famille pour faire le point. Euh, Là, on a vu au bout de la deuxième année qu'on pouvait plus continuer comme ça, à faire voilà, le matin aller chercher les jeunes, le soir les ramener, c'était très fatigant. Et puis donc cette année, pour la première fois, on s'est lancé, on a proposé nos premiers mini-séjours, donc avec nuitée, un format de 3 jours et 2 nuits. Donc en août, on a fait pour les ados et là en octobre, ça sera pour les plus jeunes. Faut dire que, alors nous, ce format pour le moment, c'est parfait. On a vu 3 jours, c'était juste la limite parce qu'on sentait les tensions arriver aux 3 jours, la fatigue, etc. Certains jeunes, les ados, nous avaient fait remonter aussi que 3 jours, enfin au-delà, ils seraient aussi fait du souci pour leurs proches, ça aurait été compliqué. Voilà. Donc au fur et à mesure, en fait, des séjours, des années, on ajuste notre offre. C'est-à-dire que là, on voit, pour cette année, on avait laissé encore plus de temps libre. Peut-être que les autres années, il y avait un programme un peu trop chargé. Et puis, la nouveauté, on a commencé les groupes d'échange comme ça en fait, entre les séjours, entre les activités chaque mois. Maintenant, il y a une visio d'échange entre jeunes. Voilà, on essaye vraiment qu'il y ait le plus de rendez-vous, de rencontres possibles avec ces jeunes pour qu'ils gardent le lien. On sent que c'est important, ils font communauté, c'est important qu'ils voilà, ils restent en contact avec nous.
Qu'est-ce que je peux dire? Il y a juste quelque chose j'avais une idée en tête. Et puis, on a juste mis sur notre compte, sur notre page Facebook, une petite vidéo qu'on avait réalisée l'année dernière sur nos ateliers 2024. Voilà, on a eu un financement des caisses de retraite pendant le cadre de la conférence des financeurs. On a fait une petite version, enfin une version courte pour mettre sur les réseaux et en ligne. Et on a une version de 20 minutes. Donc là, il y a des témoignages de parents, de jeunes, justement, et on va s'appuyer sur cette vidéo pour faire nos actions de sensibilisation. Voilà, j'ai sûrement dû oublier des choses, mais l'essentiel y est. Merci Sylvie. Et ça me permet de rebondir parce qu'effectivement, en fait, tout ce que les jeunes produisent en fait dans le cadre des ateliers, donc par exemple voilà, toutes les petites vidéos ou les courts-métrages, les films d'animation qu'ils vont réaliser, ou je sais que par exemple dans le Rhône, il y a un vidéaste qui suit les jeunes tout au long du séjour. En fait, ces vidéos, ce sont, comme le dit Sylvie, de formidables outils de sensibilisation. Après, lorsqu'on va sensibiliser tous les professionnels qui gravitent autour de ces jeunes, c'est-à-dire qui vont être confrontés de près ou de loin à des situations de jeunes aidance. Voilà, donc vous pouvez sur notre chaîne YouTube et recenser aussi beaucoup de ces vidéos que vous pouvez aller regarder. Voilà, je vous le conseille vivement. Ça me permet de te remercier, Sylvie, et de donner la parole à Céline afin qu'elle puisse nous présenter son dispositif qui se déroule dans le département du Doubs. Merci, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Céline Lacroix. Je suis éducatrice spécialisée dans un CESAD, donc un service d'éducation et de soins à domicile à APF France Handicap. Et en fait, j'ai rencontré l'association JAD dans le cadre d'un diplôme universitaire que je faisais et je suis allée en stage dans un séjour de répit JAD à Lyon en 2022. Et au retour de ce stage, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de proposer ce type de séjour aux frères et sœurs des enfants qu'on accompagne, puisque nous, on accompagne donc des enfants en situation de handicap moteur. Et voilà, et on croisait souvent leurs frères et sœurs, et voilà, on a réfléchi du coup en équipe, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de monter ce type de séjour. Donc on s'est rapproché du coup de l'association JAD et on a monté notre premier séjour en 2023. Il s'est agi en fait d'un séjour autour de la musique qui s'est appelé Accords et désaccords, où les jeunes ont composé des paroles de chansons qu'ils ont interprétées. Et puis il y a eu aussi un podcast avec Léa Hirschfeld. Je vous invite à découvrir son travail si vous ne le connaissez pas. C'est une jeune femme qui crée un podcast sur le handicap avec un volet personnes en situation de handicap, famille et enfin parents et frères et sœurs. Et voilà, donc on a eu son intervention. Donc, premier séjour avec 6 jeunes qui s'est très bien passé. Ouais, et ça nous a donné envie du coup de poursuivre. Et donc, on a fait un deuxième séjour en 2024, là dont on voit les photos. Là, on s'est tourné vers des ateliers de typographie et gravure. Et l'idée, c'était que les jeunes puissent faire des affiches en 2050, comment ils imaginaient leurs frères et sœurs, qu'est-ce qui pourrait les aider, ce qui permettait du coup de dire en creux un peu les difficultés qu'avaient les frères et sœurs de chacun. Au niveau du financement, pareil, des appels à projets à droite à gauche, l'ARS qui a suivi au début, et puis là, ça devient un petit peu difficile à poursuivre avec l'ARS. La NCV, on n'a pas sollicité parce qu'il faut un nombre de nuitées et que nous, on est resté sur le même format que disait Sylvie, c'est-à-dire là, on est passé à 3 jours de nuit. Parce qu'effectivement, il y a des jeunes pour qui 4-5 jours, ça faisait long. Donc voilà, petit à petit, on essaye de calibrer au mieux. Je retrouve aussi les préoccupations des jeunes dans les propos d'Hélène, c'est-à-dire qu'ils nous disent oui, c'est bien la médiation artistique, maintenant on a aussi envie de bouger. Donc le prochain séjour qui va se dérouler, et là aussi aux vacances de la Toussaint, je vois qu'il y a beaucoup de séjours qui se déroulent à la Toussaint et je trouve que c'est une période assez idéale. Là, les jeunes, du coup, vont aller faire du sport. Ils auront une après-midi de sport avec ma collègue éducatrice sportive qui va les emmener faire du judo. Voilà, ce que je peux dire, nous, la spécificité, on a aussi, comme on a la chance d'être un service médico-social, on a une collègue kiné qui vient en plus un soir, en plus des psychologues qui sont présentes en fin de journée, ce qui permet aux enfants de pouvoir poser des questions sur le handicap, la maladie et d'avoir une réponse d'un professionnel de la santé.
Et puis, depuis 2025, on a ouvert des groupes de parole pour les frères et sœurs, un samedi matin par mois, pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de se retrouver et de pouvoir échanger. Voilà. Donc, nous, la spécificité, c'est qu'on est vraiment orienté frères et sœurs et pour l'instant, on ne peut pas ouvrir au-delà de APF France Handicap, puisque, voilà, on s'adresse du coup aux fratries des enfants accompagnés par APF France Handicap. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je sais pas, Merci Camille, tu penses que Céline. j'ai oublié des choses? Non, ça te paraît? Non, ça me semblait Non, assez complet. j'ai essayé d'être Assez concise. complet. Voilà. Voilà, j'attendais voir s'il y avait peut-être des questions, parce que c'était un webinaire qui était, je trouve, assez dynamique. Moi, déjà, je remercie Yvan, Hélène, Sylvie et Céline pour la présentation de leur dispositif. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en avait une dans le chat qui demandait, par exemple, si il y avait des jeunes aidants identifiés dans le département de la Moselle, est-ce qu'il pouvait y avoir des orientations vers d'autres territoires? Alors oui, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre en fonction des dispositifs qui sont les plus proches. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une structure potentiellement intéressée sur le territoire donné qui serait à même de porter un dispositif labellisé JAD et de bénéficier de notre accompagnement. Donc, si jamais vous avez en tête cette potentielle structure, en tout cas, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse prévoir un temps d'échange à ce sujet. C'est vrai, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Camille, mais je répondais dans le chat. En fait, c'est tout à fait possible. Jusqu'à présent, le seul frein que ça a posé, c'est des coûts de transport. Et que souvent, dans nos budgets pour anticiper nos séjours d'atelier, eh bien, il y a une enveloppe de transport et que c'est pas toujours évident quand on vient d'un département à un autre, voire même d'une région à une autre. Mais c'est faisable, c'est jouable. On l'a déjà fait, nous, ici. En Essonne, on était en lien avec, je vais les citer, les bobos à la ferme, donc dans le Nord, qui avait identifié, ou même la plateforme de répit, je crois, de Lille, qui avait identifié des jeunes qui étaient dans des situations extrêmement complexes. On a pu les accueillir en Essonne pendant le temps d'un séjour d'atelier, donc vacances scolaires de la Toussaint et de février. Parce qu'on a bien compris que c'était des jeunes qui étaient dans des situations assez complexes et qui nécessitaient cet accompagnement-là. Donc oui, c'est possible. Après, ça dépend évidemment de votre budget prévisionnel et de comment vous envisagez le transport. Après, si c'est les parents qui gèrent le transport eux-mêmes, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on est souvent contacté en fait pour des situations. Alors c'est souvent des situations assez urgente, assez sensible. Et donc, on a notre carte de France et puis on regarde lequel des dispositifs est le plus proche. Et ça nous permet aussi de faire la mise en lien avec nos partenaires sur les différents territoires en fonction s'il leur reste de la place et si c'est quelque chose qui est envisageable. Et puis pour répondre à la question de Christophe dans le chat, je pense que le plus simple, c'est que vous puissiez prendre contact avec Camille Vasseur. Voilà, soit en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche là, soit en appelant. Et Aminata, qui est aujourd'hui derrière ce numéro de téléphone et qui est aussi avec nous, parce qu'on est très content d'accueillir une alternante pendant quelques temps qui elle-même est jeune aidante, vous transmettra les coordonnées de Camille pour qu'elle puisse vous expliquer un peu plus en détail la manière dont les choses s'organisent et se conçoivent avec les séjours et les séjours d'atelier. Voilà. Après, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que ça reste, vous n'êtes pas dépossédé de votre projet, c'est votre projet, c'est vous qui le pensez, qui le construisez, et nous, on est vraiment à disposition pour vous accompagner à la réalisation de ce projet. Et Hélène précise dans le chat que les ateliers en Eure-et-Loire se font selon les situations des jeunes et de leurs besoins, qu'ils utilisent les arts également, mais qui font des sorties ludiques une fois par mois, soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin, soit durant les vacances où il n'y a pas de séjour. C'est pareil partout. En fait,
on part enfin, ce qui constitue l'ADN de Jade, c'est quand même les retours d'expérience et les attentes des jeunes eux-mêmes. Donc nous, quand les jeunes nous disent « bah ouais, c'est super, on se voit là, tout ça, on se voit en février, mais entre-temps, on fait quoi ?» Voilà, alors déjà, je vous rassure, les plus grands, ils échangent régulièrement par téléphone, par WhatsApp, par Snapchat, par je ne sais quoi encore, mais et ils ont parfois les moyens pardon, de se retrouver eux-mêmes. Pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ce qu'on essaye de faire, évidemment, c'est de leur proposer des sorties. On a parfois des places pour des pièces de théâtre, pour des avant-premières de films, pour des festivals de musique. En Ile-de-France, il y en a pas mal. Solidays, Rock en scène, voilà, et où on va pouvoir bénéficier de ces places gratuites pour proposer des activités aux jeunes. Donc tout ça, c'est lié aux liens partenariaux que vous développez en région avec différents acteurs. Et peut-être le mot de la fin, ce serait pour dire que Jade, c'est à la fois aux frontières d'un accompagnement psychologique, médico-social, éducation nationale, santé, parce que ce sont les professionnels de ces secteurs-là qu'on sensibilise, mais aussi les porteurs de projets artistiques et tout ce qui va être événementiel. Et c'est ensemble qu'on arrive à mettre en place des actions sympas, ludiques, régulières pour proposer des choses à tous ces jeunes. Mais encore une fois, le fait qu'ils puissent avoir des temps ensemble, en dehors de la cellule familiale, où ils sont juste entre jeunes aidants, où il n'y a pas le proche aidé, où il n'y a pas le petit frère ou la grande sœur atteinte d'un handicap, où c'est ce qui permet de créer cette communauté et qui ensuite prend souvent d'elle-même, toute seule, et qui a juste besoin de nous pour trouver les moments pour se retrouver et souffler encore en dehors des séjours d'atelier. Voilà. En tout cas, merci. Je vois l'heure passer. On a tenu le timing. Il est midi Oui, 1. Voilà. parfait. On a vraiment bravo. Je dis bravo à Camille, à Pauline et à Aminata. Mais aussi bravo à vous tous et tous ceux qui ont contribué à ce webinaire. On vous proposera d'autres dates avec d'autres dispositifs en région. Et oui, bien sûr, vous aurez accès au replay. Pauline, elle va vous envoyer le lien dès la fin de ce webinaire. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce que, comme vous, je pense qu'on a une journée d'action dans le cadre de la JNA et de webinaires voilà, qui se suivent les uns les autres. Mais n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore vraiment. Et puis pour les autres, j'ai juste envie de vous dire merci et bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est essentiel aujourd'hui pour tous les jeunes. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.